d'être avec nous et on écoute avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Un grand merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je suis très contente d'être avec vous. Mais effectivement, j'ai eu une tâche qui n'a pas été si simple, qui a été celle de vous faire part un petit peu des nouveautés qui ont été discutées à la SLD, donc c'est le grand congrès américain des pathologies qui s'est déroulé en novembre dernier, avec toute une partie axée dépistage et diagnostic. Donc là aussi, je suis un petit peu stressée parce que j'ai Pierre Marmon et Charlotte Constantin dans la salle, qui sont un petit peu comme nos spécialistes français de ces thématiques. Et pour vous montrer un petit peu ma difficulté, donc ça c'est un collègue américain qui avait fait cette slide un petit peu en résumé de ce qui s'est discuté lors de ce congrès à propos des tumeurs du foie. Donc vous voyez 261 abstracts. Et ils sont amusés un petit peu à faire un nuage de mots, et vous voyez que ce qui ressort surtout, c'est le mot traitement, le mot survie, et finalement tout ce qui est diagnostic et dépistage, il n'y a pas beaucoup de mots qui s'y réfèrent, donc vous verrez que je vais peut-être être un petit peu plus courte que prévu, mais ce qui nous laissera plus de temps pour Mohamed, parce que la partie traitement, effectivement, était beaucoup plus conséquente. Donc pour commencer, effectivement, un petit peu, mais Pierre, on a beaucoup parlé tout à l'heure, pour vous resituer un petit peu, donc effectivement, le cancer du foie, CHC plus particulièrement, cancer du foie primitif le plus fréquent, sixième cancer le plus fréquent dans le monde, troisième cause du décès, et on a toute cette notion du dépistage qui est vraiment important, donc avec des guidelines qui sont maintenant très clairs, notamment avec les dernières recommandations MAFEF qui ont été présentées par Charlotte, avec cette fameuse échographie alpha-fétoprotéine, et on voit qu'en pratique, on est assez déçu des résultats observés, donc c'est pour ça qu'on pousse de plus en plus avec l'approche plus personnalisée, essayer de combiner des tests aussi, dont Pierre vous a parlé tout à l'heure. Et donc, à la SLD, déjà, on peut repartir un petit peu de données, parce qu'il y a eu quelques abstracts sur ces données de dépistage à l'heure actuelle, avec une première étude, donc c'était une étude asiatique, une étude de Singapour, que j'ai trouvée assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est intéressée au diagnostic de CHC au cours de différents timelines, comme vous pouvez le voir, avec donc 4 analyses sur 4 périodes différentes, avec une analyse assez récente. Et donc, ils ont comparé les caractéristiques, je vous dis, c'est un petit peu flou, des différents des patients. Donc, ils ont inclus finalement 1963 patients, comme d'habitude une majorité d'hommes, un âge moyen de 65 ans, et on est sur une étude asiatique, donc une majorité de patients qui présentaient une hépatopathie chronique et une infection par le virus B. Et finalement, si on regarde un petit peu ce qui est intéressant dans cette étude, ça va être le nombre de CHC qui ont été diagnostiqués dans le cadre d'un programme de surveillance. Donc, quand on regarde dans les années 90, seulement 10% des patients étaient diagnostiqués dans le cadre d'une surveillance. On voit une amélioration avec le temps, avec 60% par exemple entre 2010 et 2019. Et finalement, la donnée qui est intéressante, c'est qu'on n'arrive pas à bien faire décoller encore plus ce taux de diagnostic sous dépistage, parce que sur les 4 dernières années, on était encore à 60% des patients donc, dépistés dans le cadre d'un dépistage. Et parallèlement à tout ça, on retrouvait encore malheureusement qu'à peu près la moitié des patients qui étaient diagnostiqués à un stade précoce. Donc, malgré beaucoup de stratégies de dépistage qui sont développées en Asie, donc on reste quand même sur des chiffres qui sont encore, pour lesquels on peut mieux faire. Une autre étude qui m'a assez marquée, donc on reste encore un petit peu dans ces données sur le dépistage. Donc là, c'est une cohorte prospective américaine sur 3 ans qui inclut des patients atteints de cirrhose. Et donc, ils se sont là aussi, encore une fois, intéressés au nombre de patients qui réalisaient bien l'échographie plus le dosage de l'alpha-fétoprotéine tous les 6 mois. Et pour ceux qui n'adhéraient pas vraiment à ce dépistage, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et donc là, j'étais assez surpris des résultats. Donc, par contre, on est aux États-Unis, donc on est dans un système un petit peu différent. Les patients doivent en partie aussi régler les frais, donc on a aussi toute cette notion-là à prendre en compte. Mais lorsque vous regardez cette cohorte de 800 malades, on avait seulement 10% d'entre eux sur un suivi de 3 ans qui faisaient écho plus alpha-fétoprotéine tous les 6 mois. Donc ça, ça m'a semblé assez fort comme information. Et par contre, ce qui était assez intéressant, c'est que 47% d'entre eux faisaient seulement l'échographie. Alors qu'en ce moment, on discute de plus en plus éventuellement un dépistage sanguin qui pourrait être la solution, notamment pour les patients
pour lesquels l'accès aux soins est plus compliqué. Et finalement, on a des meilleurs résultats avec cette échographie seule. Et après, donc, ils ont donné des questionnaires, ils ont demandé aux patients de remplir des questionnaires pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y avait des difficultés d'accéder à le dépistage. Et la cause principale, c'est que finalement, ils n'avaient pas été bien informés par les médecins qui les suivi du risque de cancer du foie. Donc là aussi, un message fort. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et si on regarde un petit peu les données françaises donc de la cohorte chiffre, cohorte multicentrique française que vous connaissez bien, qui sous l'égide du professeur Andy Lentak à Amiens, vous avez Charlotte Constantin qui a présenté à la FEF le premier travail social chiffre, donc avec des données vraiment axées sur tous ces paramètres. Et on n'avait que seulement 38% des patients de cette cohorte chiffre qui étaient dépistés dans le cadre d'un dépistage. Donc là encore, donc centre expert en France, on a encore beaucoup de travail à faire et je pense qu'on a beaucoup de travail aussi à réfléchir avec les patients, avec nos conseils de coordination sur l'information, parce que finalement c'est ce qui manque un petit peu et à l'heure actuelle on a de plus en plus accès à des nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, etc. Donc je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire là-dessus, parce que nos patients maintenant souhaitent être informés et je pense que on a beaucoup de choses à faire et notamment on pourrait peut-être travailler tous ensemble au mois d'octobre prochain sur une campagne de sensibilisation au cancer du foie. Ça serait plutôt une bonne idée. Donc ça, c'était un petit peu pour ces données, dépistage, adhésion et on a encore beaucoup de travail. Donc ensuite, dans les autres types de résumés qui ont été présentés, donc il y a toute cette notion de thèse, cette fois-ci combinée, notamment avec l'approche biologique, en intégrant les de données un petit peu plus cliniques. Et donc vous avez ce travail qui a été présenté par Coscon des Mitras, donc une étude américaine où en fait il a voulu comparer les performances de différents modèles composites. Donc les modèles dont Pierre vous a parlé tout à l'heure, le GALAD, le GAP, l'ASAT, etc., sur 442 patients. Donc ça, c'est juste un petit rappel sur les différents scores. Donc vous voyez qu'ils sont un petit peu différents. On retrouve à chaque fois l'âge, le sexe, un petit peu ce qu'on a déjà discuté tout à l'heure, l'alpha-fétoprotéine pour la plupart d'entre eux, et on voit l'ajout effectivement, donc, par exemple, de l'AFPL3 et du DCP pour le fameux GALAD, de plus en plus peut être discuté, et aussi des paramètres cliniques. Et donc, dans cette étude, donc, il a comparé un petit peu, il s'est intéressé surtout aux paramètres, et notamment chez les patients atteints de CHC. Donc, dans cette cohorte, il y en avait 165. Donc là, ce sont les caractéristiques cliniques de ces patients qui ressemblent à ceux habituels, avec encore une fois une majorité d'hommes. Dans cette étude, l'âge médian était de 65 ans, ce qu'on a réussi à peu près en France. On avait un certain nombre de patients avec un syndrome métabolique. Et la principale cause d'hépatopathie chronique dans cette cohorte de CHC, c'était l'hépatite. Et donc après, on avait des critères un petit peu habituels. Et si vous regardez sur les caractéristiques du CHC, donc lorsqu'il était diagnostiqué, on voyait des patients avec une seule lésion, une tumeur de la lésion la plus grosse médiane d'environ 4 cm, et environ 40% d'entre eux étaient dépistés à un stade précoce. Et donc, dans cette étude, ensuite, ce que Coscon a fait, c'est qu'il a comparé aussi un petit peu la répartition des différents scores. Donc, il a regardé les différents marqueurs d'abord de façon individuelle, la phétoprotéine, puis la FPL3, le DCT, et ensuite vous retrouvez les différents corps composites, pardon. Et donc, il a comparé la répartition des différentes valeurs, tout d'abord en prenant en compte donc, les maladies chroniques du foie sans CHC, ensuite les CHC à un stade précoce, et les CHC dans leur globalité. On voit pour l'ensemble des scores finalement que ces valeurs augmentent plus vous avez un CHC qui est à un stade avancé. Et donc ensuite, il a pris l'ensemble de la population et il a regardé donc, des données de sensibilité, de spécificité comme à l'accoutumée dans ces tests de performance. Et tout d'abord, il s'est basé sur les cutoffs qu'on utilise habituellement dans la littérature. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, vous voyez notamment que les valeurs de sensibilité, elles étaient pas exceptionnelles, on va dire, avec donc, là, vous avez tous les stades de CHC, les CHC précoces, les CHC qui avaient une alpha-fétoprotéine négative, et ensuite, il y avait aussi regardé en fonction de l'étiologie.
Mais si on prend tous nos stades de CHC, finalement, le score qui avait la meilleure sensibilité, c'était le GALAD, et encore la sensibilité est à 76%, qui est fait pour un test de dépistage. Et là aussi, si on regarde un petit peu la spécificité, finalement, pour l'ensemble des CHC, pour les scores, on était quand même au-dessus de 90, sauf le AMAP, qui lui était vraiment beaucoup plus faible. Donc ensuite, ça, c'était les données avec les cutoffs de la littérature. Ensuite, il a réalisé ce même type d'analyse, mais en essayant d'identifier des cutoffs qui leur semblaient le mieux par rapport à la courbe de ROC. Et donc là, si on regarde encore une fois tous les stades de CHC, on voyait que c'était encore le GALAD avec ses cutoffs identifiés qui étaient les plus sensibles, avec cette fois-ci une sensibilité à 90, 90 aussi pour les CHC précoces. Et là, en termes par contre de spécificité, on voyait que les valeurs étaient un petit peu moins bonnes que l'analyse précédente. Ils étaient aux alentours de 80. Et donc ensuite, ils ont comparé aussi ces différents scores en utilisant cette fameuse courbe de ROC. Et donc là, ce qu'ils mettaient en évidence, c'est qu'effectivement, lorsque vous comparez par rapport à l'alpha-fétoprotéine seule ou la FPL3 ou BCP seule, finalement, le fait d'utiliser des scores combinés augmentait la performance. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on discute de plus en plus, que vous avez discuté avec Pierre tout à l'heure, avec l'idée de peut-être pas utiliser juste la protéine, mais d'essayer de combiner différentes approches pour augmenter nos performances diagnostiques. Et ensuite, il y a une autre chose dont on parle de plus en plus, donc c'est le fait de potentiellement utiliser des marqueurs de méthylation pour nous aider dans le dépistage du CHC, avec l'idée, effectivement, donc ça c'est de l'épigénétique, avec cette notion de méthylation, où on sait que, eh bien, ça va impacter, on va dire, l'expression de certains gènes. Et par exemple, on sait que si vous avez plutôt un profil hypométhylé, plutôt hypométhylé, donc là, vous allez avoir potentiellement donc, plus de transcription, donc ça peut favoriser le cancer. Et aussi, on sait que quand vous avez une hyperméthylation, donc ça, il y a notamment pas mal d'études dans le cas du cancer du sein et de l'ovaire avec le gène BRCA. Par exemple, si vous avez une hyperméthylation en regard de cette région-là, finalement, vous allez avoir une perte d'expression de ce gène suppresseur des tumeurs, ce qui va favoriser aussi le cancer. Donc ça, c'est un petit peu la physiopathe, mais finalement, ce qu'on voit de plus en plus dans la littérature, c'est qu'on arrive à identifier des profils de méthylation qui seraient spécifiques à chaque type de cancer. Et donc, par exemple, on aurait un type spécifique de marqueur de méthylation pour le CHC. Et donc, on voit de plus en plus d'études en cours pour un dépistage précoce du CHC qui utilisent cette nouvelle technique. Donc là, notamment, il y avait 2 abstracts à la SLD qui ont été présentés. Donc, une première étude, donc là, c'était combinaison donc, de ces marqueurs de méthylation avec l'alpha-fétoprotéine, voire prospective de 135 patients avec patients donc avec une hépatopathie chronique qui est identifiée à risque. Et ils ont aussi utilisé des prélèvements supplémentaires de façon rétrospective, là aussi de patients en CHC et des patients à risque. Et donc ensuite, ils ont comparé donc, les performances donc, de ces marqueurs de méthylation tout seuls, à l'AFP tout seul et aux marqueurs combinés. Et ce qu'ils mettent en évidence, c'est que finalement, peut-être que utiliser ces marqueurs de méthylation en combinaison avec alpha-fétoprotéine pourrait être plus performant à la fois pour diagnostiquer tout type de CHC, mais aussi pour dépister les CHC précoces. Donc, quelque chose qu'on discute de plus en plus, et vous avez notamment une étude de phase 3, l'étude Altus, qui est actuellement ouverte. Donc, ça, c'est un petit peu les résultats, les premiers résultats. Là aussi, on reste sur cette notion de méthylation, où en plus, ils ont combiné l'AFP, et là, ils ont rajouté la notion de genre. Et donc, là, ils ont comparé, donc ça, ils ont appelé ça l'oncoboîte, et ils ont comparé ceci aux performances de l'échographie abdominale, notamment pour la détection des CHC précoces. Donc, c'est une étude multicentrique prospective américaine et qui est actuellement en cours. Et donc, ils ont inclus 2293 patients jusqu'à maintenant. Parmi eux, 37 patients ont
présenté un CHC au cours du suivi. On voyait quand même que c'était des CHC qui étaient plutôt précoces, avec 90% de patients qui étaient diagnostiqués avec une seule lésion. Et on avait 73% de nos patients qui étaient dans les critères dominants de transplantation. Et donc là, ensuite, ils ont comparé donc, la sensibilité, la spécificité donc, de l'oncoboard avec l'échographie, avec la phétoprotéine seule et aussi écho plus avec la phétoprotéine comme on a l'habitude de le faire. Et vous voyez que la sensibilité semblait le meilleur quand ils ont utilisé donc les marqueurs de méthylation par rapport à l'écho, la phéto ou la combinaison des deux marqueurs. Et en termes de spécificité, donc là, on voyait par contre qu'on était aux alentours de 82% quand on utilisait ce test. Et ensuite, ils ont aussi comparé donc, la performance de ces différents tests en fonction de la taille de la lésion. Et vous voyez, donc, on est sur de la sensibilité, qu'elle était meilleure lorsque vous étiez, encore une fois, un nombre de patients aussi qui est faible, hein, mais lorsque vous étiez sur une tumeur de petite taille, et lorsque nous augmentons de taille, on restait sur des valeurs quand même qui se rapprochaient quand même de ce qu'on réalise actuellement avec une écho plus alpha-fétoprotéine. Donc, des nouvelles données sur ces marqueurs de méthylation, une étude de phase 3 qui est en cours, à voir si à terme, effectivement, ces nouvelles données seront implémentées pour augmenter les performances de notre dépistage. Donc, en conclusion, finalement, on reste quand même sur des données d'adhérence, d'adhésion qui restent quand même relativement faibles. Donc, ça, c'est déjà une première chose sur lesquelles il faut qu'on travaille, avec, je pense, quand même la nécessité de bien informer nos malades et de développer tout un réseau autour. Et on, effectivement, potentiellement une évolution vers ces marqueurs sanguins, combinaison de plusieurs tests, peut-être ces marqueurs de méthylation, mais pour l'instant, ça reste encore des données préliminaires. Et donc, on discute beaucoup de tous ces tests sanguins, aussi du GALA ou d'autres, peut-être, qui peuvent être intéressants, mais à rediscuter aussi des choses pour les différentes populations. À discuter.